Ok, en tant qu'antillais, guadeloupéen et martiniquais, tu t'es jamais demandé d'où venait ton nom de famille? Tu t'es jamais demandé pourquoi on avait attribué à ton ancêtre tel nom de famille? Tu t'es jamais demandé ça? Arrête de mentir, je sais que c'est vrai, je sais que tu t'es déjà demandé ça. Rich nigga, 8-figure, that's my type. That's my type, nigga, that's my type. 8-inch bagel. Et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui parce que, encore une fois, je vais parler de la Martinique et de la Guadeloupe parce que j'aime ça. Alors, ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je vous invite à vous abonner si mon contenu vous plaît, bien évidemment. Donc voilà, aujourd'hui les gars, on va parler des noms de famille en Martinique, Guadeloupe. Comme vous le savez les gars, le 27 mai 1848, le décret d'abolition de l'esclavage mettait fin à l'application du code noir et au statut d'esclave dans tout l'empire colonial. Donc, les anciens esclaves qui étaient considérés comme des objets sont devenus des citoyens et comme tout citoyen français, il fallait absolument les attribuer des noms de famille. Sachant que de base, les afres, donc africains mis en esclavage, n'avaient que pour attribut identitaire un prénom, un numéro, un matricule ou encore un sobriquet. Comment, après l'abolition de l'esclavage, les officiers d'état civil leur ont donné des noms de famille? D'où venait leur inspiration? Pourquoi ils ont donné tel nom à tel ancêtre? Bref, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous détailler. Permettez-moi de vous expliquer quand même qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment, bref, le contexte historique. Donc déjà, comme vous le savez, le 20 septembre 1792, il y a eu la création des registres d'état civil par l'Assemblée législative française. Donc dans ces registres, qu'est-ce que l'on retrouvait? On retrouvait la date de naissance de l'individu, la date de mariage de l'individu et la date de la mort de l'individu. Sauf que, avant l'abolition de l'esclavage, seules les personnes blanches et les affranchis portaient un nom de famille et donc étaient inscrits dans les registres d'état civil. Sauf que les afres, étant considérés comme des esclaves et comme des objets, n'avaient aucun nom de famille, aucune indication sur leur date de naissance, aucune indication sur leur date de mariage. Les Africains, déportés dans les colonies françaises, avaient deux noms. Le premier nom était le nom originaire africain, donc leur nom qu'ils avaient depuis l'Afrique. Et le deuxième nom était le nom, enfin le surnom, donné par le capitaine ou l'équipage avant ou pendant la traversée. Mais bien sûr, à la vente des esclaves, à leur achat, le maître qui achetait un esclave pouvait bien évidemment changer son nom. Sur les plantations des colonies françaises, les esclaves ont commencé à être surnommés à travers des sobriquets. Alors qu'est-ce qu'un sobriquet? Un sobriquet est un nom familier donné à une personne avec une intention moqueuse. Donc en fait, les maîtres pouvaient donner des surnoms à leurs esclaves faisant référence à la particularité physique de l'esclave. Par exemple, imaginez que l'esclave avait de grosses mains. Eh bien, le maître pouvait prendre la décision de l'appeler grosse main, mais bien sûr, les maîtres ne donnaient pas que des sobriquets pour nom, ils donnaient aussi des noms français à leurs esclaves, donc des noms qui étaient à la mode en France, des noms liés à la mythologie, ou encore les maîtres se permettaient d'attribuer des noms selon leur humeur, ou encore le maître pouvait donner un nom à la fraise en rapport à son ethnie. Donc, comme vous l'avez compris les gars, les surnoms donnés aux afresses permettaient de les distinguer. Mais bien évidemment, les surnoms et les prénoms donnés aux afresses n'étaient absolument pas un nom de famille. En fait, les noms qu'on les avait attribués, c'était des noms familiers. Ok, vers les années 1830, les milieux politiques européens ont enfin compris que l'esclavage colonial devait être aboli en fait. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se préparer à une éventuelle abolition de l'esclavage. Il y a donc eu la création de l'ordonnance du 11 juin 1839. Bien évidemment, je vais vous lire un extrait de cette ordonnance. Chaque propriétaire se munira de 3 feuillets imprimés, gratuits, sur lesquels il inscrira ses noms, ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, sa profession, les noms de ses esclaves, leur sexe, leur âge et les signes particuliers propres à constater leur identité. Le 25 février 1848, la Deuxième République est affirmée et un gouvernement provisoire est nommé. Donc, le 4 mars 1848, le gouvernement provisoire prend une décision. Et cette décision, vous savez c'est quoi? C'est que nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves. Parlons de l'après de l'abolition de l'esclavage.
Parmi toutes les choses qu'il y avait à régler après l'abolition de l'esclavage dans les anciennes colonies françaises, il y avait ce problème de nomination. Les anciens esclaves devenus des citoyens devaient absolument avoir des noms de famille. Il faut savoir que le 7 mai 1848, un circulaire ministériel disait que, je remets mes lunettes, il sera indispensable de faire procéder par les officiers d'état civil à un enregistrement général de la population émancipée. Donc, maintenant, comment s'est passée l'organisation pour la nomination des nouveaux libres? Le gouvernement provisoire avait créé des dispositifs particuliers pour l'enregistrement de l'état civil des nouveaux citoyens. Donc, dans l'inscription, il y aurait les prénoms ou les surnoms qu'on les avait attribués lorsqu'ils étaient encore des esclaves, le lieu et la date de naissance, si possible, leur âge présumé, le lieu où ils résidaient avant l'émancipation et leur lieu de domicile actuel, les prénoms de leur père et de leur mère. Plus s'ajoutait dans ce registre le nom de famille qu'on leur avait donné. Donc maintenant là, comment ont été donnés les noms de famille à nos ancêtres? Donc déjà, les officiers d'état civil, franchement, ils ont utilisé leur imagination, une imagination... Vraiment? Je vais sûrement balancer des noms de famille martiniquais guadeloupéens. Premier type de nom de famille que l'on retrouve. Les noms de famille dérivés du nom du maître. Par exemple, la famille Lavirloff en Martinique, leur ancêtre Jean-Baptiste était l'esclave de monsieur Florival. Regardez bien, regardez le nom de famille Lavirloff et le nom de famille Florival. Vous verrez que si vous déplacez quelques lettres, c'est le même nom de famille qu'ils ont juste déformé. Prenons encore un autre nom de famille, la famille Grénaud. Leur ancêtre était esclave de monsieur Augrin. Regardez le nom de famille Grénaud et le nom de famille Augrin. Vous verrez que si vous déplacez quelques lettres, c'est le même nom de famille qu'ils ont juste déformé. Deuxième type de nom de famille. Alors, les noms de famille dérivés du prénom du nouveau livre. Prenons l'exemple de la famille Sébarek. Lorsqu'en 1848, le nouveau livre s'est présenté, elle s'appelait Rebecca. Regardez bien le prénom Rebecca, regardez le nom de famille Sébarek. C'est la même chose, ils ont juste déplacé certaines lettres du prénom Rebecca et ça a donné le nom de famille Sébarek. Ou encore la famille Douared, lorsque leur ancêtre s'est présenté, il s'appelait Édouard. Regardez le prénom Édouard et le nom de famille Douared et c'était le même processus pour la famille Trudent, puisque lorsque leur ancêtre s'est présenté, il s'appelait Prudent et le processus s'est répété pour les familles Chélim, je vais écrire, ou encore la famille Etilal. Il y a eu aussi les noms de famille qui ont été directement tirés du prénom du parent du nouveau livre. Ils leur ont carrément donné comme nom de famille le prénom de leurs parents. Et c'est pour ça qu'en Martinique, il y a des noms de famille tels que Firmin, Adélaïde, Lise, Marie-Jeanne. Il y a ces noms de famille masculins ou féminins, tout simplement parce que les officiers d'état civil ont juste donné comme nom de famille au nouveau livre le prénom de l'un de ses parents. Autre catégorie de noms de famille que l'on peut retrouver, les noms de famille injurieux, moqueurs ou encore des noms de famille en rapport avec le physique ou le caractère du nouveau livre. Par exemple, la famille Gros, la famille Malcousu, la famille Pas Beau, la famille Corvieux, la famille Trop Brillant, la famille Très Beau. Ces noms de famille ont été donnés en rapport avec le physique du nouveau livre. On retrouve aussi des noms de famille en rapport avec la personnalité de l'affranchi. Par exemple, la famille Sancho ou encore la famille Prudent. On retrouve aussi les noms de famille qui ont été formés à partir d'une erreur. Prenons l'exemple de la famille Bazabas. Le nom donné, c'était Bazabas. Sauf que ce nom de famille est devenu Barabas. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, lorsqu'on a retranscrit le prénom Bazabas, le R et le Z étaient très faciles à confondre lorsqu'on écrivait avec un stylo plume en fait. Cette erreur de retranscription a transformé le nom de famille Bazabas en Barabas. Des erreurs de retranscription ou encore une mauvaise compréhension de la prononciation de noms de famille ont transformé des noms de famille. Par exemple, le nom de famille Léandri est devenu Lérandi, Barthélemy est devenu Barthéléry. Et pour finir, autre type de nom de famille que l'on peut retrouver, des noms en rapport avec le métier du nouveau livre. Prenons un exemple, la famille Bonbois. Leur ancêtre en fait s'appelait Julien. On lui a donné le nom de famille Bonbois parce que lorsqu'il a été affranchi, il était charpentier. Ou encore la famille Ciseaux. Leur ancêtre qui s'appelait Sainte-Rose, Emmanuel Ciseaux, était en fait un tailleur. Donc voilà, voici la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, moi ça m'a beaucoup plu. Donc
Donc, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, partager, surtout si l'un de vos amis a un des noms de famille que j'ai cités. Sur ce les gars, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.